Rachel Silveira, bonjour. Vous êtes économiste, maîtresse de conférences à Paris 10 et membre du réseau de recherche Marché du travail et genre. Vous publiez aux éditions La Découverte Un quart en moins, des femmes se battent pour en finir avec les inégalités de salaire. Alors, les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes existent à mon avis depuis que les femmes travaillent, donc depuis la nuit des temps. Les femmes ont toujours travaillé et je pense qu'elles ont toujours été moins payées. Enfin, je le pense, mais je suis sûre, c'est une réalité. Simplement, on ne mesurait pas le travail des femmes, on ne mesurait pas non plus ces inégalités. Mais elles persistent, elles durent, et je dirais même plus qu'il y a eu des effets de loi qui ont permis un ralentissement de cet écart, mais depuis les années 90, cet écart stagne. On est toujours autour de ce fameux quart en moins, comme au début du siècle, du siècle 20e, du dernier siècle, un inspecteur du travail avait montré dans les usines de guerre qu'on appliquait aux femmes, à poste égal, le régime du quart en moins. Ce quart en moins, ça voulait dire que, comme elles ne pouvaient pas intervenir sur les machines, on leur imposait ce quart en moins pour justifier l'intervention des hommes dans leur travail. Mais même, dit-il, lorsqu'il n'y avait pas de machine, eh bien, on appliquait quand même, on trouvait toujours des ruses pour que monsieur intervienne dans son travail et qu'on justifie le maintien de ce quart en moins. Ce quart en moins est toujours là. Ce qui joue aujourd'hui, ce sont évidemment des causes différentes. Ce n'est pas qu'à poste égal. Quand on dit un quart en moins, globalement, il y a toute une partie qui s'explique par des faits qui ne sont pas liés directement au salaire. C'est d'abord le temps partiel, évidemment, et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Quand on regarde les salaires mensuels à la fin du mois, ce que gagnent globalement les hommes par rapport aux femmes, il y a une différence qui est liée à ce temps de travail. Certains disent d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le sujet, il faut raisonner en termes horaires, et donc dire finalement 19-17% d'écart seulement, mais quand même encore, entre hommes et femmes. Moi, je dis que la bonne mesure, c'est quand même le quart en moins. Parce que ce qui compte, c'est de prendre justement la vraie mesure de cet écart et de dire, toutes celles, puisque ce sont surtout des femmes, qui ne travaillent pas autant qu'elles le souhaitent et qui ont des salaires proches, non pas du SMIC mensuel, mais plutôt des minima sociaux, on n'est pas loin des seuils de pauvreté, eh bien, c'est pas normal, il faut le prendre en compte. Et aujourd'hui, la précarité est une partie d'explication des écarts de salaire. Donc moi, je le prends en compte. Il y a le temps partiel, il y a un autre facteur qui résiste à toutes les mesures qu'on a pu mettre en œuvre, c'est la ségrégation professionnelle. Hommes et femmes n'occupent toujours pas les mêmes emplois. Et comme par hasard, les femmes ont tendance, c'est certainement pas un choix, mais parfois on le dit, à aller vers les emplois qui payent moins, des emplois qui sont dévalorisés socialement, symboliquement et financièrement, des emplois des services, des emplois, donc le soin, l'éducation, mais aussi le nettoyage, le commerce, et puis l'assistanat dans les entreprises industrielles. Tout ce qui est travail administratif, c'est essentiellement occupé par des femmes. Tous ces métiers sont considérés comme secondaires, comme des métiers supports, ou même, on l'entend dire dans des entreprises, des métiers qui constituent un coût pour l'entreprise qu'il faut absolument réduire. Et comme par hasard, ces emplois sont surtout occupés par des femmes, et ça, évidemment, ça joue dans la balance. Dans les inégalités, il y a ensuite toute une partie qui donc correspond à un poste égal entre hommes et femmes, et on est en gros à la moitié de l'écart, autour de 10%. Mais si on regarde chez les cadres, par exemple, ça remonte à nouveau au quart en moins, voire plus dans les salles de marché. On n'a pas de données précises, mais on peut imaginer qu'il y a plus de 50% d'écart entre analystes financiers et analystes financières. Elles ne sont pas nombreuses de toute façon, mais les écarts augmentent. Donc ce qui joue là, ce n'est pas les lois évidemment, c'est le fait d'abord de ne pas forcément appliquer les lois, et puis le fait de ce qu'on appelle la discrimination en économie, de la discrimination qui est pure. C'est-à-dire que c'est dans l'entreprise que ça se joue, et là on ferme la porte, ça relève un peu du privé, on ne communique peu sur les rémunérations, on sait très peu de choses justement sur ces fameux bonus dans les salles de marché par exemple, et du coup l'entreprise pense qu'elle ne discrimine pas, or elle ne fait que ça. Elle ne fait que discriminer sans en avoir forcément conscience, c'est de la discrimination indirecte. Mais par exemple, ce qui continue à jouer, c'est, et ça paraît dingue de le dire au XXIe siècle, c'est le piège de la maternité. Aujourd'hui, une jeune femme, quand elle rentre en entreprise, au niveau du salaire de base, elle a
pas mal d'espoir d'être payée à peu près comme un homme. Il y a encore déjà une petite discrimination, mais c'est surtout dans sa carrière que ça se repère. Et hommes et femmes n'ont pas les mêmes carrières, évidemment. Elle va peut-être s'arrêter, mais pour un congé maternité, qu'est-ce que c'est? C'est quelques semaines dans la vie d'une entreprise, mais bon. Et puis, elle va peut-être être soupçonnée d'absentéisme parce qu'elle aura des jeunes enfants, de ne pas être disponible 24 heures sur 24 pour l'entreprise, de ne pas être mobile. On va lui trouver plein de mauvaises raisons de ne pas lui offrir la même carrière qu'un homme, alors même que ses compétences peuvent être exactement les mêmes. Et donc ce piège de la maternité, moi j'appelle ça un soupçon de maternité, parce que il y a des études qui montrent que même si des femmes jouent le jeu de l'entreprise, en ne s'arrêtant pas du tout, en étant vraiment loyales, disponibles, eh bien on va quand même moins les payer que les hommes. C'est uniquement ce qu'on appelle de la discrimination statistique. On se base sur l'idée que, en général, les femmes vont s'arrêter, vont être absentes, vont être moins productives. Et donc, à cause de cela, eh bien, d'entrée de jeu, on les discrimine et on les paye moins. Et là, on a beau avoir des lois, c'est extrêmement difficile, ne serait-ce à mesurer. Parce que ce que la loi demande, ce sont des accords égalité, c'est de faire une photographie des écarts de salaire et de dire, pour telle catégorie, en général c'est très large, on ne voit pas grand-chose, il y a finalement très peu d'écart. Parce qu'on ne fait qu'une photo. On oublie les primes, on en parle très peu. Ce sont les bonus, justement, qui ne sont pas mesurés. Il n'y a pas de transparence sur les critères d'attribution. C'est un peu à la tête du client et pas de la cliente. Et puis, une fois qu'on a fait cette photo, même si on avait les primes, on ne mesure pas justement le film des inégalités de salaire, c'est-à-dire que la carrière doit être prise en compte, mais avec le temps. Et en fait, il faudrait pouvoir reculer, se retourner et regarder, il y a 10 ans, il y a 20 ans, pouvoir comparer des hommes et des femmes pour voir quels sont leurs cheminements, s'il y a la même carrière ou pas, et la réponse est non. Et donc, beaucoup de femmes stagnent. La carrière, c'est pour les hommes, c'est-à-dire que c'est déjà tellement bien, elle travaille. Elle a peut-être un salaire égal au départ, un salaire de base, donc en plus, elle demanderait à avoir accès aux mêmes carrières, aux mêmes promotions. Il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a toujours des écarts de carrière énormes. Et ça, la loi ne prévoyait pas, jusqu'à présent, d'indicateurs pour le mesurer. Ça commence à apparaître. On a introduit dans la nouvelle loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes, en cours d'adoption là en 2014. Il va y avoir un nouveau critère pour permettre de mesurer aussi l'ancienneté et prendre en compte les promotions via l'ancienneté. Mais on n'en est qu'au début. Jusqu'à présent, le fait que les carrières soient différentes, ça n'a pas posé de problème. La loi n'intervient pas directement dans ce domaine. En revanche, ce qui apparaît, c'est heureusement quelques femmes qui ont réussi à monter des dossiers en jurisprudence, à faire une démarche au prud'homme, souvent accompagnée du syndicat, pas toujours, pour démontrer que leur carrière n'est pas reconnue totalement. Et on peut prendre l'exemple de Maria, c'est un pseudo, parce que il ne s'agit pas de dénoncer telle ou telle entreprise. Maria, qui au moment de son départ à la retraite, on lui prévoit une pension extrêmement faible, les calculs sont vraiment les montants sont très faibles, et le délégué syndical est alerté par cette femme qu'il n'a jamais vue, dans cette grande entreprise. Et on s'aperçoit qu'elle est restée plus de 30 ans, pratiquement toujours au même poste. Elle n'a fait aucun bruit dans l'entreprise, ni négativement. Elle n'a jamais, d'ailleurs, elle n'a jamais eu d'entretien d'évaluation. Donc, elle n'a jamais été, distinguée pour une faute quelconque, ni même pour une contestation. Elle n'existe tout simplement pas dans l'entreprise, elle est totalement invisible. Tous les hommes qui ont été recrutés au même moment qu'elle, sur le même poste, elle était câbleuse, tous les câbleurs ont réussi à devenir des professionnels reconnus, donc ils sont rentrés tous OS2, mettons. Les hommes sont tous aujourd'hui des professionnels P3. Elle est passée P1 juste à la fin de sa carrière parce qu'il n'y avait plus d'OS dans l'entreprise, uniquement pour cette raison. Et là, au moment de son départ à la retraite, il y a eu toute une méthode qui a été mise en place, qui s'appelle la méthode Claire, du nom d'un syndicaliste qui a éprouvé cette méthode pour des syndicalistes discriminés. Et on démontre que la plupart des salariés, un groupe de salariés hommes rentrés comme elle, ont tous eu une augmentation alors qu'elle a stagné.
Et donc aujourd'hui, on peut calculer cet écart, on le rapporte à toutes les années de discrimination. Et quand on reste dans l'entreprise, eh bien, on est repositionné à la moyenne de ce groupe d'hommes. Hein. Donc là, ça commence à apparaître. Le cas de Maria n'est pas isolé. Il y a encore peu de cas comme ça. Il y a à peu près quelques dizaines. Hein. On n'a pas de données statistiques très précises. Moi, dans mon livre, j'en ai repéré. J'ai suivi 4 femmes qui se sont battues sur ce plan-là de la carrière. Ça peut marcher, ça peut alerter sur le fait que oui, on peut se battre pour au moins avoir ce rattrapage. En l'occurrence, Maria, il s'agissait que somme toute de plus de 50 000 € de réparation, hein, rien que des réparations sur ce qu'elle aurait dû gagner tout au long de sa carrière. Mais il y a aussi une analyste financière qui a eu, alors elle aussi, elle avait tout faux, hein, elle a eu 5 congés maternité, elle a pris du congé parental, elle a pris du temps partiel, elle a vraiment, alors elle a envoyé tous les signaux négatifs à l'entreprise qui, dans cette grande banque, qui pourtant a une politique d'égalité, quand elle est revenue, lui a dit « Vous êtes parfaite, madame, mais simplement, vous ne pouvez plus être en salle de marché, hein, c'est trop de tension pour vous », ou je ne sais quoi, quel était l'argument. Et elle a été mise au placard, cette femme, et elle n'en est pas restée là. On ne peut pas rentrer et décrire toute son histoire, mais simplement, peut-être pour alerter les esprits, elle a récupéré 350 000 € de dommages et intérêts pour réparation et licenciement abusif. Donc, hein, ça peut faire parler que de faire connaître ce type de démarche, d'alerter sur le fait que quand on est une femme, quand il y a des droits sociaux, des droits au congé, eh bien, soit on applique ces droits, on estime qu'ils sont normaux et qu'on peut travailler et avoir ces avantages-là, qu'on soit homme ou femme, soit on estime que ces droits sont trop forts, trop importants, et à ce moment-là, il faut remettre les choses à plat. Mais on ne peut pas défendre ses droits. En l'occurrence, cette banque améliore ce congé parental, hein, le bonifie. On ne peut pas envoyer ce signal-là et puis dire « Attention, hein, si vous êtes cadre, il est hors de question d'utiliser vos droits. » Ça ne marche pas et là, l'entreprise a été épinglée. Je pense qu'effectivement, on peut se mobiliser aujourd'hui sur 2 registres. La ministre a mis en place enfin des sanctions, a appliqué ce qui est prévu dans la loi depuis longtemps. Hein. C'est depuis 2006 qu'on attendait des sanctions sur les entreprises qui n'ont pas d'accord égalité, qui n'avancent pas sur l'égalité. Aujourd'hui, 5 entreprises ont été sanctionnées. Ça va dans le bon sens, même si, bien entendu, on ne peut pas raisonner en se disant que toute entreprise qui ne joue pas le jeu va être sanctionnée. Mais cette menace doit être réelle. Et j'y crois beaucoup comme un moyen d'avancer, comme un moyen de menacer, hein, plutôt que de réellement sanctionner. Puis l'autre cheminement, c'est effectivement le recours individuel, comme en carrière, ou bien pour tout ce qui est de comparer son emploi avec celui d'un homme, en tout cas d'un emploi occupé par un homme, au nom de la valeur égale, puisque la loi prévoit que le salaire doit être égal pour un travail de valeur égale et pas forcément identique. Donc par exemple, une assistante de direction peut se comparer avec un technicien. Si les niveaux de diplôme sont identiques, c'est le cas dans une entreprise, les 2 avaient des BTS et pourtant on a reconnu aussi que le travail était proche quant à la tension liée aux restructurations, à la bureautique pour ce qui était des assistants de direction, en l'occurrence trilingues. Et donc la question s'est posée, et là c'est d'un point de vue syndical qu'elle s'est posée, pour le groupe des assistantes de direction, elles ont réussi à être repositionnées comme les techniciens. Donc on voit bien qu'on peut aussi donc, jouer sur ce registre-là et donc mobiliser pour des cas individuels avec donc, un recours judiciaire, c'est une piste, mais il y a un gros souci, c'est que ce sont des recours individuels par définition. Or souvent il s'agit de discrimination collective. Et là, on espérait que la loi prévoit la possibilité d'action de groupe, d'action collective, un petit peu comme ça se fait aux États-Unis, même si on garde évidemment un cadre juridique particulier hein, à la France. Et pour l'instant, ce projet est en panne. Ça fait bien longtemps d'ailleurs que cette question de l'action de groupe est en panne. On avait une opportunité de le porter en matière de discrimination collective. Des grands juristes s'y impliquent, hein, mais pour l'instant, pour des raisons un peu inconnues,
hein, on s'en doute, mais pour des raisons officiellement pas précisées, on a reculé l'échéance et cette possibilité que des femmes ne soient pas isolées. Parce que ce qui apparaît dans mon ouvrage, c'est que les femmes qui ont osé le font quand même au prix d'abord d'années de procédures, au prix parfois de licenciements, et souvent aussi de dépression. Donc, c'est pas rien que de remettre en cause l'entreprise. Ses collègues vous regardent pas forcément bien. Ses collègues ou son entreprise va tout faire pour montrer que vous n'étiez pas top. Donc, il y a bien sûr des mesures pour vous déstabiliser hein, qui apparaissent. Et ça, c'est pas évident. Donc moi, je préfère évidemment une action collective, mais là, il faudrait que les acteurs se mobilisent et que les syndicats prennent ce sujet en main. Je crois que c'est possible, que c'est le moment hein, de le faire et d'appliquer tous ces domaines. Mais on peut dire que pour le moment, c'est encore un peu lent et j'espère que mon bouquin va susciter des débats et inciter à mettre des actions en place concrètement.